Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la tant attendue vidéo review des 3 dernières affaires, s'étalant des chapitres 1051 à 1060, qui seront publiés dans le tome 99, mais aussi dans le tome 100 de Détective Conan. Pourquoi j'ai décidé de parler des 3 dernières affaires? Tout simplement car les affaires des files 1051 à 1057 étaient des affaires de transition avec beaucoup moins d'éléments importants pour la trame principale. Et si vous vous souvenez bien, la dernière fois dans la précédente review, nous nous étions laissés avec une affaire extraordinaire relatant le rajeunissement de Mary par Vermouth, et depuis rien de bien folichon n'était à déplorer, mais vous allez voir que Gosho vient de nous laisser avec une affaire du feu de Dieu avant de partir en pause jusqu'au 7 octobre, affaire qui entame très clairement la fin de l'arc Rome. Comme d'habitude, je vais résumer assez brièvement les affaires pour vous mettre dans le contexte, mais si vous voulez avoir accès à une review plus descriptive et moins dans l'analyse, je vous invite, et ça je pense que vous commencez à en avoir l'habitude, je vous invite à aller voir la chaîne de Kudo, qui sera bien sûr dans la description. Pour les nombreuses personnes qui ont pu voir ma vidéo théorie sur Rome, vous avez pu voir que j'ai déjà parlé de l'affaire 1051 à 1054, avec Rumi, Amuro, etc. etc. Mais nous allons revenir dessus plus en détail. Et d'ailleurs, je voulais vraiment en profiter pour vous remercier des excellents retours, que ce soit en MP Twitter ou en commentaire, des excellents retours que j'ai pu avoir sur ma vidéo théorie. Et d'ailleurs, j'essaierai, quand j'en aurai le temps, de faire d'autres théories, peut-être sur Karasuma, sur les hommes en noir, etc., etc. Alors commençons tout de suite avec la première affaire, où comme je vous l'ai dit, nous avons en personnage principal Rumi, Amuro, les détectives juniors, mais aussi Kazami, l'assistant d'Amuro. L'affaire débute avec un appel de Kazami qui est enfermé dans un sous-sol avec un cadavre, après que celui-ci se soit fait assommer, et donc Amuro, qui est pour le moment au Café Poirot, va se mettre en route pour le sauver, et un tout petit peu plus tard, vous allez voir, les détectives juniors, Rumi et Kobayashi, se dirigent vers une ferme en bus pour ramener des poules à l'école, après que les leurs soient décédés. Et donc, voilà, petite parenthèse, Conan va faire une petite bourde en racontant au détective junior que les poules étaient là depuis qu'il était en primaire. Et donc voilà, il est un peu en train de leur dire indirectement qu'il était déjà en primaire 10 ans dans le passé. Donc voilà, c'est voilà une petite bourde qui, on l'espère, Rumi n'a pas entendu. Et à la suite de ça, Rumi va demander à Kobayashi pourquoi il faut ramener autant de monde juste pour aller chercher des poules. Et elle va lui répondre que c'est parce qu'elle n'aime pas du tout les oiseaux. Et c'est à partir de cette conversation assez banale qu'une perche va être lancée et que Rumi va rebondir dessus en parlant des noms de famille comportant des noms d'oiseaux, comme Shiratori, le petit ami de Kobayashi. Mais en plus de Shiratori, nous avons aussi Karasu, donc de Karasuma, qui, d'après Rumi, pour elle, ça serait un peu un homme tout vêtu de noir, sournois et conspirateur. Donc Rumi devient de plus en plus suspecte aux yeux de Conan, puisque en termes de temporalité dans le manga, cela fait que très peu de temps que Conan connaît l'identité du boss. Et donc voilà, d'entendre Rumi parler comme par hasard de quelqu'un qui s'appellerait Karasu, ça devient vraiment très très suspect. Après nous avons Mitsuhiko, toujours dans le bus, qui va vouloir filmer la vidéo que le mec en face de lui regardait. Donc là c'est une vidéo d'une météorite qui tombe. Et donc Mitsuhiko va sortir son portable pour essayer de filmer ce que le monsieur regarde. Mais celui-ci, en voyant ça, va commencer à s'énerver pour qu'il la supprime. Et il va tellement s'énerver qu'il va lui sauter dessus. Mais heureusement, des enseignants sont là dans le bus pour gérer la situation. Ah ouais, non, en fait, non, pas du tout. Les profs, ils ont rien fait du tout. En fait, c'est Amuro qui était à l'avant du bus depuis le début, qui va maîtriser le mec, car on sait tous que Amuro est super fort. Grosse victime. Ensuite, le reste, on s'en fout un peu de ce qui va se passer dans le bus. Voilà, des conversations assez banales. Et au final, tout le monde va arriver à la ferme. Un super accueil les attend, tout simplement parce qu'il n'y a personne en fait. Il y a juste une poule qui va tenter de semer Ayumi. Donc Ayumi va se séparer du groupe. Et qui dit Ayumi seul, dit bien sûr prise d'otage. Ayumi, c'est vraiment la victime du manga. Et en ne voyant plus Ayumi, le groupe va se séparer en deux, avec d'un côté Rumi, Aibara et Genta,
et de l'autre Amuro, Conan, Mitsuhiko et Kobayashi. Petit truc important tout de même, c'est que Rumi va faire tomber sa pièce de shogi et c'est Amuro qui va la ramasser. Donc voilà, c'est vraiment un élément très important pour cette affaire. Conan et les autres vont tomber sur un mec avec un sac à dos. Voilà, ils vont tomber dessus un peu par hasard. Et au début, le mec, il tente vraiment de jouer la carte de l'émotion en parlant de son frère avec qui il n'a plus de nouvelles depuis 2 jours. Le mec tout souriant, on dirait un peu un mi pendant une partie de bowling dans Wii Sport. Puis d'un coup, il sort Ayumi de son sac à dos. On comprend qu'il a voulu faire une sorte de tour de magie foireux qui va se finir dans le sous-sol pour la petite troupe qui va retrouver Kazami. Alors pour la suite et la fin de cette affaire, assez rapidement, nous découvrons 2 choses. Au niveau de l'affaire en elle-même, nous découvrons qu'il s'agit d'une histoire de météorite tombée dans la région il y a peu et que le frère du cadavre souhaite se venger d'une personne qui aurait volé et escroqué cette fameuse météorite. Ensuite, la seconde chose que l'on apprend, c'est que d'après Amuro et Kazami, la personne qui possède la pièce de shogi doit très certainement être l'assassin de Koji Haneda, car à l'époque, il ne s'en séparait jamais. Nous avons alors un petit flashback d'Amuro à l'école de police, en train d'assister à un cours sur cette affaire. Encore une fois, Rumi est très clairement pointé du doigt comme étant Rome, mais pour ceux qui ont pu voir mes théories sur Rome, je suis presque sûr qu'il s'agit en réalité de fausses accusations et que c'est Wakita, notre méchant. Lors de l'affaire, en découvrant la disparition de la pièce de shogi, Rumi va délibérément faire tomber son portable dans un seau d'eau pour qu'il n'y ait plus aucun moyen d'appeler les secours. Plus c'est gros, plus ça passe, donc elle doit se dire pourquoi pas. À la toute fin de l'affaire, quand le groupe de Rumi, Aibara et Genta délivre Conan et les autres du sous-sol, Rumi, pour paraître encore plus suspecte, va faire tomber le badge des détectives juniors par la trappe pour obliger Amuro à aller le chercher. Le piège va alors se refermer sur lui. En plein dans l'obscurité, Rumi va l'éclater en deux. Le pauvre n'a eu aucune chance de s'en sortir. Le pire étant tout de même que, dans le premier chapitre de l'affaire, comme j'ai pu vous le dire, Amuro a réussi à arrêter le pseudo-agresseur de Mitsuhiko, qui en réalité faisait du kickboxing, donc ce n'est quand même pas n'importe qui. Et là, en 2-3 coups, Amuro se fait neutraliser par Rumi, qui a pu ainsi reprendre sa pièce de shogi sans que personne ne la remarque. Et en se réveillant, Amuro, qui est un peu dans le flou, ne fait pas le lien entre son agression et Rumi, donc il n'y a pas une très grosse avancée de ce côté. Ensuite, pour les 2 affaires suivantes, donc les files 1055 à 1060, je vais les traiter d'un seul bloc car elles sont assez spéciales. Déjà au niveau de la narration, et c'est extrêmement rare de la part de Gosho, les meurtres sont racontés au passé, dans le sens où Conan ne les vit pas directement, mais ils lui sont rapportés, soit par Yoko Okino pour la première, soit par un dossier d'enquête pour la seconde. Ce ne sont pas les affaires les plus intéressantes, car nous sommes vraiment dans une posture ultra passive où les seuls éléments des meurtres que l'on a sont des flashbacks. La seule petite chose intéressante dans la première affaire, c'est la présence de Wakita que l'on n'avait pas vu depuis un petit moment et qui, comme vous allez le voir, devient de plus en plus suspect par rapport à l'affaire qui va suivre. L'intérêt principal, c'est le fait que, comme Kogoro est bloqué aux toilettes à cause certainement d'une intoxication alimentaire, Wakita se retrouve alors entre guillemets seul avec Conan pour résoudre l'affaire, et Conan doit faire preuve de beaucoup de prudence pour ne pas se faire griller. Et au final, c'est bien Wakita qui va faire la démonstration du code caché par la victime, code qui avait été réalisé avec un jeu de cartes, et donc, tout comme la première affaire avec Rumi qui va rebondir sur la discussion sur les oiseaux pour parler de Karasuma, ici nous avons Wakita qui va utiliser cette démonstration à l'aide d'un jeu pour faire une petite allusion au jeu du shogi à Conan. J'ai un peu envie de vous dire comme par hasard. Donc on a vraiment l'habitude de ça avec Gosho Oyama, puisque si on regarde la première affaire, c'est vraiment Rumi la plus suspecte, et puis d'un coup, hop, si on rebondit sur l'affaire avec Wakita, d'un coup ça devient lui, donc on peut vraiment ne plus se fier à grand chose. Et à la toute fin de la file 1057, nous avons un petit lien qui a été fait entre la précédente affaire et celle-ci, puisque nous avons Amuro qui est au café Poirot, qui regarde une photo de Rumi qui a été prise dans le bus, et il semble avoir de plus en plus de doutes sur les raisons de sa perte de conscience, donc ça devient vraiment très intéressant.
Ce genre d'affaire banale sans éléments réellement importants est le signe que nous nous rapprochons de la fin de l'arc. C'est un schéma que Gosho a toujours pris avec une flopée d'affaires essentielles, comme ce que l'on a eu précédemment avec le flashback de Mary, l'affaire de l'antiquaire ou encore celle dans la montagne enneigée. Puis d'un coup, nous avons deux affaires coup sur coup qui cassent un peu le rythme, signe d'un retour en force très prochain. Pourquoi je dis cela? Tout simplement car la dernière affaire que je dois vous présenter entre parfaitement dans ce schéma-là. Si on ne regarde que l'affaire pure, c'est comme je vous l'ai dit, c'est une affaire assez passive avec Yusaku qui doit résoudre une affaire de meurtre en série, avec comme seul élément un dossier comportant des photos. Avant cela, il s'est rendu au QG de la police pour aider Nakamori concernant le Kid, et d'ailleurs le Kid a une certaine importance dans cette affaire. Mais là où Gosho nous a le plus surpris, c'est le fait que dès le premier chapitre de cette affaire, nous avons Yusaku puis Yukiko qui tombent malades coup sur coup, et Conan doit vite trouver une solution, car une équipe télé va arriver d'un instant à l'autre pour filmer en direct la résolution de l'enquête, et au début il avait placé tous ses espoirs dans sa mère pour se déguiser en Yusaku, comme elle avait pu le faire pour Subaru / Akai, mais maintenant qu'elle n'est plus opérationnelle, la situation devient vraiment critique, et là, quelqu'un vient toquer à la porte, et que voit-on? Un Yusaku ultra chelou. À ce moment-là, je pense que tout le monde a cru que c'était le Kid à cause de son sourire, mais perso, comme j'avais beaucoup d'espoir en Gosho, et surtout, sachant que nous étions en train d'entamer très bientôt le tome 100, j'avais encore un petit doute, surtout quand Conan invite le Kid à entrer dans la pièce pour lui expliquer l'affaire, et que celui-ci sourit alors que Conan a le dos tourné, comme s'il venait de réussir une sorte de mission. Ensuite, dans le second chapitre de cette affaire, nous avons enfin la télévision japonaise qui entre chez les Kudo pour une émission, comme j'ai pu vous le dire, spéciale, et c'est Conan qui, avec son nœud papillon et le faux Yusaku, qui vont résoudre l'affaire en direct. Le pire étant tout de même que le criminel de cette affaire était la journaliste qui les interviewait, donc connaissant un minimum l'intelligence de Yusaku, elle a été un petit peu conne sur les bords de se jeter directement dans la gueule du loup, puisque toute personne savait pertinemment que Yusaku, ou en tout cas Conan ici, allait trouver la solution. Et à la fin de l'affaire, nous avons Conan qui va parler un petit peu avec Megure, et Conan va lui expliquer que le message du Kid qui a été reçu pour un vol le soir même est très certainement un faux, puisqu'il essaye entre guillemets de lui faire savoir qu'il sait qui est le vrai Kid. Mais là, nous avons Megure qui va vraiment infirmer tout ce que Conan vient de lui dire, en lui expliquant que le message a bien été authentifié. Et là, bam, Conan comprend qu'il n'a jamais été avec le Kid, et qu'à part lui, seul Vermouth est capable de se déguiser de cette manière. Complètement terrifié, il court à l'étage pour avertir ses parents, et quand il ouvre la porte, Conan tombe nez à nez avec Akai, Jody, Kamel et quelques agents du FBI, ainsi que ses parents, qui depuis le début faisaient semblant d'être malades. Kamel va confirmer l'absence de micro dans la maison, et on comprend que l'on entre dans une machination extrêmement complexe qui a dû sûrement être construite, réfléchie depuis un bon moment. C'est là que je pense qu'Amuro va jouer un rôle prochainement, en référence à la discussion qu'il avait eue avec Akai et les Kudo il y a une quarantaine de chapitres déjà. Du côté de Vermouth, celle-ci se rend auprès de Jean et Vodka qui attendent comme d'habitude dans la Porsche. Et je ne vais pas vous mentir, ça fait extrêmement plaisir de les revoir enfin, après plusieurs années, sans voir réellement Jean et Vodka, à part dans des sortes de flashbacks ou dans des situations parallèles. Vermouth va leur expliquer qu'elle enquête sur une personne sur la demande de Rome et qu'elle peut l'éliminer quand elle veut. Au début, on peut penser à Conan, ce qui reste le plus logique, mais Yusaku est aussi un excellent choix, en sachant qu'elle précise qu'il séjourne actuellement au Japon, élément qui devait rester secret depuis la révélation du boss. Et enfin, le chapitre se finit sur Yusaku, qui explique à Conan qu'il va falloir se préparer à la plus grande attaque, ou en tout cas la plus grande action à grande échelle de l'organisation. Donc on entre très clairement dans la fin de l'arc Rome. Voilà, vous avez tous les éléments entre vos mains, donc n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez. Cela me ferait super plaisir, surtout que je vais pouvoir en discuter avec vous. Dernière petite chose, nous savons de la part de Gosho Oyama qu'il a dessiné lui-même la prochaine couverture du Weekly Shonen Sunday, avec en page de couverture Conan ainsi que Jean.
Donc la prochaine affaire qui débutera dans le file 1061 sera très certainement la suite de cette affaire pour ne pas casser le rythme. Et sachant que l'on entre dans la fin de l'arc, allons-nous avoir une fin comme l'arc Vermouth ou encore l'arc Kyr avec une affaire finale sur 10 ou 12 chapitres d'affilée? Cela serait vraiment ultra bien. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Encore désolé pour les pauses que je prends, c'est à cause de mes études. J'espère que vous l'aurez tout de même aimé. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et sur ce, peace.